qui est spécialiste de l'Occitan, de l'histoire du Moyen-Âge, qui a jusqu'à il y a très récemment enseigné à l'IUFM de Montpellier, à l'université de Montpellier, et qui a traduit un certain nombre de troubadours, a travaillé sur les valeurs de la courtoisie des troubadours et de la civilisation occitane. Et donc, après avoir publié récemment un petit livre très bien fait, très dense et très bien écrit sur justement les valeurs de la courtoisie, de la courtoisie, elle va aujourd'hui nous parler des femmes en Pays d'Oc, de leurs conditions, toutes les femmes, quel que soit leur statut social, quel que soit leur métier et quelle que soit leur représentation dans l'enluminure, dans la littérature. Et elle va nous montrer l'évolution qu'il y a pu y avoir dans la condition de la femme en Pays d'Oc, notamment après la conquête du XIIIe siècle, et les régressions qu'elle a pu constater en tant qu'historienne dans leurs conditions. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Et je voulais préciser aussi que cette conférence est filmée et sera mise en ligne sur Internet, donc vous pourrez la réécouter. Voilà. Je remercie votre présence déjà et la BFM et Étienne Rouziès de m'avoir invité pour venir évoquer avec vous ces états et étapes de la vie des femmes. Alors, je vous demande 30 secondes peut-être, même pas. Voilà. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais dédier que vous parlez a tutta la fenna che sono nomada di lo cartulari do consula dalle Mose e che sono appellate per loro nome, per esempio Maria, la Suzanne, Alaïs, et avait na Plagens, na Audiard, etc. Et toutes celles qui ne sont pas citées, les anonymes, dont on dit simplement fille de, maille de, moulière, épouse de, oui, garchore, bon, c'est-à-dire toutes ces femmes dont le cartulaire de Limoges fait état. Ça n'est pas un fait rare, puisque les cartulaires de l'époque étaient écrits en occitan, bien entendu, mais aussi la société faisait une place telle aux femmes qu'elles figurent dans les documents administratifs. Et c'est ce qu'on verra en cours de parlati, comme j'ai dit. Voilà, mais encore fallait-il, pour aborder cette situation des femmes et le statut qui était le leur à l'époque dans les Pays d'Oc, encore fallait-il passer à travers les miroirs des formats que l'histoire officielle nous tend souvent, c'est-à-dire qu'il fallait passer par-dessus le regard des formats, je le redis, des historiens français, par-dessus aussi la misogynie des clercs qui tenaient les registres, par-dessus encore les représentations masculines, et ça c'est pas nouveau, ça continue de nos jours, on le sait. Voilà, donc à partir de tous ces éléments, il fallait aussi chercher dans les sources ce qu'elles disent des femmes et mettre tous ces éléments en comparaison, les faire se rejointer, si on peut dire, et tirer bon, quelques petites analyses. Voilà, donc les sources, ce sont, parmi les textes officiels, donc le cartulaire de Limoges, bien sûr. Je ne prends pas mes exemples, le cœur limousin, hein, c'est clair, je vais parler de l'ensemble des pays. Donc. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les sources les plus anciennes chartes écrites en provençal, éditées par Clovis Brunel, je les ai notées bien entendu. Les textes, toute la lyrique occitane, la lyrique des troubadours, les romans, le roman de Geoffrey, le roman de Flamenca, la Cansou, hein, cette fameuse chronique historique des événements politiques et militaires du XIIIe siècle, où les femmes apparaissent aussi, bien sûr. Les textes didactiques, on en a deux, des enseignements, qui sont dus à des troubadours, et aussi le registre d'inquisition de l'évêque Jacques... Ça y est, son nom m'échappe. L'évêque de Pamille. Allez, Jacques comment Fournier. Ah oui, ben voilà. Bon, ces registres-là, dans lesquels les dépositions, évidemment, sont celles de femmes souvent, et puis font état d'autres femmes.
Voilà. Donc c'est à travers tous ces éléments que je vais m'appliquer à évoquer ces états et étapes de la vie des femmes. Alors, tout d'abord, bien sûr, les femmes, femmes et familles, hein, c'est le premier aspect qui apparaît. Donc, l'enfance. Eh bien, la petite fille reçoit une éducation, soit au sein de la famille, soit dans des maisons, dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. Elle est aussi, en quelque sorte, surtout quand il s'agit des grandes familles nobles, des nauparase. Elle est aussi une monnaie d'échange, dans la mesure où héritière, à part égale avec ses autres frères et sœurs, bien sûr, elle représente un parti plutôt tout à fait intéressant, et elle peut être aussi utilisée pour établir une relation politique ou une relation économique ou culturelle ou autre. Donc, monnaie d'échange, cette petite fille risque d'être mariée très tôt, en tout cas sur le papier, et rejoindre le domicile de la maison de son futur époux. Bon. Donc, une fois l'enfance est passée, la voici donzelle. Donzelle, c'est-à-dire qu'elle va entrer au service d'une donne, hein, d'une dame, qui peut être pas forcément une dame de la noblesse d'ailleurs, et là, elle va apprendre son futur métier ou son futur rôle de donne elle-même. Et pour cela, eh bien, elle va être au service de la dame et s'occuper de son entretien. Elle va s'occuper alors, on la conseille aussi. La conseiller, ça c'est un texte didactique que nous avons d'un troubadour. Comment il s'appelait, ça y est. Il était de Sescar, je cherche. Amaniou des Sescar, voilà. Et bien sûr, il va s'occuper de donner des conseils pour que la jeune fille puisse se comporter normalement et apprenne donc son métier. Donc il faudra qu'elle se lave bien les mains, il faudra qu'elle ait un aspect agréable, qu'elle soit aimable, qu'elle ait bon soulasse, hein, bonne conversation, bon accueil, etc. Et qu'elle se tienne propre, bien sûr, qu'elle se lave les mains, qu'elle ait les ongles propres, le teint frais, etc. etc. Voilà. Donc cette jeune fille apprendra aussi la fine amour avec la donne. Et cette fine amour, quand elle sera donne à son tour, eh bien ma foi, elle la pratiquera. Je reviendrai peut-être sur la notion de fine amour. Bon, elle est aussi la donzelle, une fois de plus, héritière. Alors héritière, bon, je refais un petit point là-dessus. Héritière parce que les filles ont droit d'héritage hein, depuis les Visigoths. Là, nous sommes au XIIe siècle. On verra que ce statut cette situation, en tout cas, va se détériorer au fil du XIIIe siècle pour des raisons diverses. Donc, en tant qu'héritière, ben, ma foi, ça peut être des biens mobles, des biens immeubles. Donc, quand on a des biens, on les gère, on les entretient, on peut passer des contrats, des achats, des ventes, etc. Et c'est à ce titre que les femmes sont présentes dans les donations, les legs, les achats, enfin dans tous les textes administratifs de l'époque. Bon. Donc cette donzelle, pour revenir à elle, un jour finira par se marier, mais avant, et alors là c'est intéressant parce que dans le roman de Flamenca, on voit que les deux donzelles de Flamenca, qui sont donc courtisées par les deux damoiseaux de l'amant de Flamenca, apprennent et pratiquent la fine amour, bien entendu, et elles le garderont, une fois mariées, elles le garderont comme chevalier servant, ces deux damoiseaux qui seront devenus peut-être à leur tour des seigneurs à ce moment-là. Bon, je reviens juste un petit recul sur l'éducation des filles. Dans le roman de Flamenca encore, on apprend que Flamenca lisait. Quand elle était prisonnière dans la tour, elle lisait. On sait aussi, d'après les vidas et les rasus, vidas de Troubaïritz ou rasus de textes de la lyrique troubalourenque, on apprend que certaines femmes s'habillent à letras, apprennent à letras, hein, c'est-à-dire qu'elles étaient enseignadas, cultivées aussi, voilà. Bon. Donc je passe un peu vite sur ces diverses étapes, sur lesquelles nous reviendrons peut-être à l'occasion de questions tout à l'heure,
Et nous arrivons à l'épouse. Alors évidemment, le mariage en ce temps-là, c'était un contrat. Un contrat qui réglait des affaires. Les sentiments ne faisaient pas partie de la corbeille de mariage. Ils pouvaient naître ou non au cours du mariage, mais ça n'était pas forcément le but essentiel du mariage à ce moment-là. C'est plus tard que l'Église va peu à peu installer le sacrement du mariage qui sera effectif à partir de 1215. Et donc le mariage devient à ce moment-là, en tant que sacrement, devient quelque chose que l'on ne peut pas rompre, ni franchir, ni trahir, etc. Bon. Alors c'est à la fois, cette institution du mariage en tant que sacrement, c'est à la fois une protection des femmes dans la mesure où les hommes ne peuvent plus se les échanger comme ça au fil des tribulations, des intérêts territoriaux, économiques, etc. C'est à la fois donc une protection et un enfermement, parce que elles ne peuvent plus donc se séparer puisque le mariage est devenu un sacrement, et parce que aussi elles vont peu à peu, et là c'est curieux, c'est intéressant de voir comment les choses fonctionnent parallèlement. Le droit va également évoluer et elles vont peu à peu perdre leur droit à l'héritage. Autrement dit, quand une fille se marie, on va de moins en moins la doter en terre, par exemple, en biens immobiliers, et de plus en plus en numéraire, en dot, en quelque sorte. Bon, cette dot, en revanche, leur appartient en propre, et le mari, même si il a la gestion de cet argent, il doit en rendre compte à son épouse en cas de séparation, et en tout cas au décès du mari, la totalité de la dot revient à l'épouse et aux héritiers, aux enfants, bien entendu. Donc cette évolution, je reviens à ce que je disais, l'évolution parallèle du droit et de l'aspect religieux du mariage, du sacrement, donc, en même temps protège les femmes et les enferme, parce que n'étant plus propriétaires de biens matériels, et seulement de cette dot que en fait dont le mari assure la gestion en quelque sorte, eh bien, elles perdent peu à peu leur place dans la société et leur statut s'amoindrit. Et tout à fait intéressant aussi, l'examen des chartes les plus anciennes et même un peu les textes du cartulaire que j'ai consulté aussi récemment d'ailleurs, montrent que les noms de femmes disparaissent au fil du temps dans les documents. Elles sont données au départ comme donatrices, comme femmes qui font des contrats, enfin des legs, des héritages, des testaments, voilà, et avec leur nom. Et peu à peu, ces noms de femmes disparaissent. Bon, c'est la preuve que l'évolution dont je parlais tout à l'heure, du droit et de l'Église, leur a quand même retiré un certain nombre de possibilités et surtout les a peu à peu effacées de la vie sociale. Bon, je pense là tout de suite à quelque chose qui aussi va les effacer de la vie sociale. C'est lorsque, en 1212, au moment où la croisade dans le sud occitan, au moment où Simon de Montfort et les barons du Nord, Simon de Montfort et le pape ont quand même commencé à mettre très sérieusement la main sur les pays d'Oc et sur le comté de Toulouse et ses alliés, eh bien, en 1212, au mois de décembre, il y a les fameux statuts de Pamiers qui sont pris par Simon de Montfort, qui enlève aux femmes suspectées d'hérésie ou épouses d'hommes suspectés d'hérésie, qui leur enlève tous leurs biens. Par exemple, leur dot leur est soustraite. Si jamais elles aident leur mari, elles sont elles-mêmes, leur mari suspecté d'hérésie, bien entendu, même si elles-mêmes ne le sont pas, elles seront à ce moment-là, elles seront obligées de se faillir, de s'exiler parce que leur vie est en danger. On leur enlève leurs biens, on leur enlève leur maison, etc. La maison, oui, j'y reviens. Au moment du contrat de mariage, l'époux réserve un douaire à l'épouse et très souvent, alors selon évidemment
le niveau financier, économique des familles. Très souvent, ça peut être une maison que la femme peut aussi avoir en héritage de sa mère. Et c'est une maison qui lui appartient en propre, où elle se retirera éventuellement si elle souhaite rompre la vie familiale à un moment. On a beaucoup de cas comme ça. Les femmes sont aussi, comment dire, ah oui, mais c'est quand elles sont veuves, je ne suis pas encore au veuvage. J'ai peut-être encore quelques mots à dire sur l'épouse. Oui, alors on a évidemment des textes qui nous montrent comment les avantages matrimoniaux de certaines, je pense par exemple à Blanche de Lanta, sont tout à fait exceptionnelles. Hein. Elles ont de l'argent, elles sont seigneurs d'un castrum ou de deux parfois, donc elles mènent la même vie qu'un seigneur par exemple. Et alors, la femme seigneur, bon, c'est pour plus tard, donc n'anticipons pas. Alors, divorce et remariage, bien sûr, divorce et remariage permettent de réajuster les alliances familiales selon les fluctuations d'intérêts. Et ici, dans cette situation, la femme est encore une espèce de monnaie d'échange. Bon, et le fait que l'Église instaure le mariage comme sacrement va un petit peu limiter cette situation. Alors, les femmes ont parlé du mariage, elles ont débattu de la question. Ça, on le sait à travers une tinsou, c'est-à-dire ces chansons dialoguées à 2 ou 3 personnages, souvent 2, sur un sujet qui fait controverse, en tout cas débat. Et on a une tinsou entre 2 femmes, une jeune qui s'adresse à son aîné, enfin la jeune a peut-être 15 ans, l'aîné en a à peu près 18, mais qui est plus expérimentée, etc. Elle lui demande de la conseiller. Hein, conseillez-moi, est-ce que c'est intéressant de se marier? Qu'est-ce qui vaut mieux, se marier ou rester fille? Que vaut-il mieux à votre avis? Et l'autre lui donne le conseil de... Non, parce que la jeune fille dit aussi, oui, parce que quand on se marie, los tetis penduabal et el ventriles inujus. Les seins pendent et le ventre devient pesant. Voilà, c'est dire ce souci de la maternité et de tous les dangers, bien sûr, que les femmes pouvaient courir en situation de maternité. Et que répond l'aînée? Elle lui conseille d'épouser le curunat des sciences. Énigme. Qu'est-ce que c'était que ce curunat des sciences? Eh bien, on a fait plusieurs hypothèses, toutes se valent, ou on ne sait pas. Alors qu'on a des sciences, on peut penser d'entrer en religion, par exemple. Mais ça n'est qu'une hypothèse. Ah oui, Aliénor aussi, bien sûr, à propos du divorce. Selon comment on examine les textes qui concernent Aliénor, on peut considérer que c'est elle qui a souhaité se séparer de son premier époux et roi de France. Voilà, et c'est ce qui s'est fait. L'épouse, elles se sont aussi, bien sûr, inquiétées de contraception, ces femmes. Là, on a le témoignage des pénitentiels, évidemment, mais aussi, dans les registres d'inquisition de Jacques Fournier, on retrouve le témoignage de Béatrice de Plamisol, la châtelaine de Montaillou, qui explique que lorsque le prêtre Peyre-Clergue l'a rencontré charnellement, il lui faisait porter une herbe. C'est tout ce qu'elle dit, une herbe. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que le scribe a noté. Le greffier. Alors, où portait-elle l'herbe? On ne sait pas. De quelle herbe s'agit-il? On ne sait pas. Le fait est qu'elle n'est jamais devenue enceinte de Peyre-Clergue. Alors, est-ce que c'était grâce à l'herbe ou est-ce que c'était parce que lui? On ne sait pas. Bref, la contraception était dans les préoccupations de ces femmes, et je disais, on la retrouve aussi dans les pénitentiels. Et bien sûr, les traités de médecine de l'époque en font état. C'est là. La rupture de mariage, de la vie familiale, intervient aussi. Alors, ça, c'est plus particulièrement qu'on le trouve chez les femmes celles qui vont devenir bunos fenos, les croyantes du catharisme, de la religion cathare en tout cas.
Bon, donc elles peuvent, une fois leurs devoirs familiaux, sociaux, matrimoniaux, maternels, etc., remplis, elles peuvent très bien décider de se retirer de la vie sociale et de se tirer dans ce fameux estage, hein, la maison qui leur appartient en propre. Alors, première chose, que font-elles dans cette maison? Bon, elles y mènent une vie tout à fait laïque, bien sûr, et elles accueillent d'autres femmes qui n'ont pas la chance d'avoir un lieu pour se retirer elles-mêmes. Et là, eh bien, que font-elles? Eh bien, elles reçoivent des enfants pour leur apprendre à lire, pour leur donner un peu d'enseignement. Elles soignent les malades, elles conseillent, elles soignent le corps, l'esprit, enfin bref, elles jouent un rôle, elles continuent à jouer un rôle social. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de femmes de religion cathare, elles participent à la transmission de la religion. Voilà. Bon. La deuxième chose, concernant ce retrait de la vie familiale, fait que ceci est considéré comme une rupture du mariage. Si bien que l'époux peut refaire sa vie, entre guillemets, comme on dit communément. Enfin, il peut prendre une autre épouse. Et à ce moment-là, bien sûr, l'Église va considérer qu'il pratique la bigamie ou le concubinage, etc. Et évidemment, il va tomber sous les foudres du curé ou de l'évêque, et il aura à s'en repentir. Bon, tout ceci montre que la société, en tout cas dans le sud occitan, fonctionnait avec une conception donc, du mariage, puisque c'est de lui qu'on parle en ce moment, avec une conception quand même laïque de son fonctionnement et de ses valeurs. Alors la veuve. La veuve, eh bien, c'est à ce moment-là, lorsqu'une femme se retrouve dans cette situation, qu'elle va pouvoir reprendre tout son poids dans la vie publique. Une veuve, à condition qu'elle ne se remarie pas, va jouir des mêmes droits qu'un homme, et des mêmes devoirs, des mêmes obligations, elle va remplir le même rôle. Quand il s'agit d'une femme de haute condition sociale, d'une femme seigneur par exemple, eh bien, elle pourra recevoir des hommages, elle pourra signer des traités, elle pourra frapper monnaie, lever une armée, bon, bref, si le cas se présente, elle pourra donc remplir absolument tous les rôles et fonctions au même titre qu'un homme. Et gérer aussi l'héritage des enfants avant leur majorité. Bon, donc voilà encore une situation dans laquelle les femmes vont pouvoir reprendre un peu d'importance dans la société. Bon, bien sûr, la femme seigneur. Alors là, on a plusieurs cas de femmes seigneurs, évidemment. Bon, l'incontournable Aliénor d'Aquitaine, évidemment. Bon, donc vous savez qu'elle a été 2 fois reine et que toute sa vie durant et jusqu'à son retrait de la vie publique et politique à Fontevraud, eh bien voilà quelqu'un qui va, sauf du temps qu'elle était mariée avec le roi de France quand même, mais enfin quand elle va reprendre un peu, et puis bon, je vais passer sur l'épisode de l'emprisonnement par Henri Plantagenet, mais enfin lorsque Aliénor va se retrouver pas forcément veuve, mais enfin, si quand même, lorsqu'elle va devoir quand même aider Richard Cœur de Lion à faire sa place, etc., surtout quand il est en croisade, eh bien, elle va reprendre absolument toutes ses prérogatives de duchesse d'Aquitaine, comtesse de Poitou, et bien sûr, signer des chartes, accorder des privilèges, des libertés. Et alors, quelque chose de très intéressant, lorsqu'elle revient aux affaires politiques, la première décision qu'elle prend, c'est de faire libérer tous les prisonniers politiques, enfin les prisonniers, on ne disait pas politiques à l'époque, de son territoire. Bon, donc Aliénor, comme femme seigneur, est quand même un exemple tout à fait intéressant. D'autres femmes ont été aussi seigneurs. Je pense par exemple à Ava de Baziège, c'est à côté de Toulouse. Alors intéressant Baziège parce que c'est une des rares victoires remportées par ce que j'appellerais le camp occitan au moment de la guerre de conquête. Bon, il y a eu Beaucaire et il y aura aussi Baziège, menée par victoire emportée par le jeune le comte Giuve et Raymond VII. Bon, Ava de Baziège était seigneur du castrum. Elle était aussi Bruno Christiane
Bunofenna. Et à ce titre, elle n'a pas eu droit, bien entendu, à une sépulture en terre, en cimetière catholique, on va dire. Et elle a dû être enterrée en catimini dans une forêt de Montgaillard, à peu près vers 1226. D'autres femmes encore, Ermengarde de Narbonne, évidemment, femme seigneur. Et puis bon, il y en a d'autres, je ne vais pas les citer toutes. Peut-être qu'on verra tout à l'heure en détail s'il y a des questions. Bon, donc la femme seigneur, bon, tous ses pouvoirs évidemment, et en plus le rôle culturel qui a été joué par Aliénor, qui a été, et rôle social aussi. Alors pour le rôle culturel, je pense évidemment à la situation de mécénat, au rôle de mécène que ces femmes jouaient, accueillant des troubadours à leur cour, les entretenant, voilà. Femme mécène, donc je viens d'en parler. Oui, j'ai perdu le fil là tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive? Les femmes troubadours? Non, pas encore. Les femmes seigneurs. Je pensais à votre Baziel. Oui, voilà. Guéraude de Lavore. Voilà. Alors, très curieux, Guéraude de Lavore, parce qu'on a très peu de choses d'elle dans le texte de la Canso, il y en a d'autres par ailleurs. Elle était seigneur du castrum de Lavore. Et lorsqu'elle a subi le supplice que vous savez, dans la Canso, sous la plume du premier écrivain qui était donc un clerc favorable à la croisade, le fameux Guillain de Tudel, on peut lire que dans Dame Guiraude, quand en pus gitat, de peiras la cubrirum, d'un fudol senegats, que già nuls hom del segle sostachas de vertat non partira de lei centro hagués mangiat. Bon, c'est-à-dire ils jetèrent même Dame Guiraude dans un puits, les croisés, de pierre la couvrir, ce fut grand de douleur et péché, car jamais personne, sachez-le en vérité, n'était parti de chez elle sans avoir mangé. Bon, et là, par rapport à ce que je disais tout à fait au début, il faut aussi passer par-dessus les mots et voir ce que ce simple « sans avoir mangé » signifie. En fait, elle ne donnait pas la béquille aux gens, bien entendu, mais qu'est-ce qui est dit ici, sans être nommé, la fameuse valeur de larguez? Dame Guiraude pratiquait larguez comme tout seigneur de son temps. C'était la valeur suprême qui honorait un seigneur. Et là, on n'a pas le mot larguez employé, parce que peut-être... ah oui, si, il y a une raison qu'il faut quand même donner, parce que Guillain de Tudel était clerc, et larguez est une valeur laïque, dont l'équivalent religieux est la charité. Mais la différence est énorme entre les deux. Parce que quand on pratique la charité chrétienne, c'est pour garder, c'est pour gagner une place en paradis. Quand on pratique larguez, c'est pour gagner la reconnaissance de la société. Et on n'est pas au même plan. Donc, sous la plume de Guillain de Tudel, le clerc, on ne pouvait pas trouver le mot larguez, c'est clair. Donc, il a simplement dit que personne ne partait de chez elle sans avoir mangé. Voilà. Bon. Alors, après les femmes seigneurs, et bien voilà, les femmes du peuple. Hein. Donc, bien sûr, on trouve peu de traces. Et c'est dommage de laisser toutes ces femmes dans l'anonymat, mais bon, c'est pas nouveau. Les femmes du peuple, on n'en parle pas souvent, le peuple en général non plus d'ailleurs. Bon, et donc ces femmes du peuple, elles sont citées dans les chartes. Tout à l'heure, on le voyait avec le cartulaire de Limoges. Elles sont également citées dans la charte que Raymond VI accorde aux habitants de Toulouse en 1791, quand il dit que tous les hommes et femmes de la cité, 1191, pardon, 1100, bien sûr, à la fin du XIIe, voilà. On les retrouve, ces femmes du peuple, dans les pratiques notariales, où l'une d'elles apparaît, enfin l'une d'elles, plusieurs apparaissent dans un des textes, et l'une d'elles est donnée avec son métier. Elle était nourrice. C'est intéressant, parce qu'une simple nourrice peut donc être appelée à être témoin d'un acte tout à fait officiel. Donc on a aussi un métier. Enfin, bon, nourrice, c'est un métier que seules les femmes peuvent faire, évidemment. Et alors, donc, dans les chartes, là j'ai noté quelque chose d'intéressant. Voilà, alors c'est
c'est une charte de 1120, originaire du Limousin, voilà, qui porte, je vous lis le texte, Gerard Prospers donait la carte que havia el mas de Beuna de par si muller, la fille Robert Tialga, aiso que y havia et elle et sa muller. C'est-à-dire, que donne ce Gérard Prosper? Eh bien, il donne le droit qu'il avait sur le mas de Beuna, hein, qu'il tenait avec sa femme, qui appartenait à sa femme, pardon, qui elle-même était la fille de Robert Tialga, etc. Donc voilà, 1120 quand même, hein, c'est tout à fait au début du XIIe siècle, nous voyons donc les femmes jouer ce rôle dans la société, puisque donc les chartes en font état. Voilà. Alors, les problèmes du temps, elles s'y sont intéressées, bien entendu. Et là, on a, parmi d'autres, 3 textes qui sont tout à fait intéressants. Alors, déjà, un texte anonyme d'une troubadouriste qui fustige le troubadour Marc Abru d'avoir dit du mal des femmes, et particulièrement des sots d'un ven enfance, autrement dit, du sexe des femmes. Voilà. Marc Abru, donc, dans ce Cervantes anonyme, voilà une femme qui dénonce ce troubadour et ceux qui ont suivi la même voie de dire du mal des femmes. On a également un autre texte anonyme. Alors vous allez me dire anonyme, mais pourquoi? Comment vous savez que c'est celui d'une femme? Eh bien parce que les propos qui sont tenus ne pouvaient pas l'être par un homme. Alors, que dit ce texte? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un contrefactum, c'est-à-dire que sur un modèle de texte déjà existant, voilà quelqu'un qui va prendre le schéma, la tonalité, qui va prendre le lexique parfois, et qui va traiter un autre sujet. Donc voilà cette troubadouriste anonyme qui prend pour modèle le fameux Cervantes de Raymond, de Bernard Sicard et Maruet Jules, quand il fustige les barons du Nord et les ordres mendiants et les clercs et l'Église d'avoir mis le pays d'Oc à feu et à sang. Ce texte a été écrit vers 1228, à peu près juste avant le traité de Meaux. Et bien voilà cette troubadouriste anonyme qui reprend ce texte et qui va fustiger tous les prédicateurs qui interdisent aux femmes de mettre leur beauté en valeur. Et elle dit je ne vais plus pouvoir porter ma camise blanche tessue des cèdres. Je ne vais plus pouvoir mettre mon vêtement avec rebrodé d'or et d'argent parce que ça m'est interdit. Elle dénonce ce fait-là. Et bon, là, on est quand même dans la suite de l'application de la réforme grégorienne, dans laquelle le pape intervient donc dans le siècle pour mettre, entre guillemets, de l'ordre dans la société, dans les mœurs, dans les mentalités, mais aussi dans ce qui concerne le vêtement et dans ce qui concerne la nourriture. Alors, le troisième texte que nous avons, qui montre l'implication des femmes dans les problèmes de leur temps, c'est celui d'une troubadouriste. Alors, celle-ci, on a son nom, elle s'appelait Gourmunde, elle était de Montpellier. Et alors voilà le tour de force que cette femme a fait. Elle a pris, elle aussi, pour modèle un Cervantes d'un troubadour, Guillaume Figueira, le fameux Cervantes Controrum, dans lequel lui dénonce toutes les exactions de l'Église, tout le mal qui est fait à la société, à la population occitane, au nom de Dieu, au nom du Christ, etc. Il dénonce aussi toutes les exactions de l'Église, enfin bon, et des croisés au nom de Dieu aussi. Eh bien voilà cette Gourmunde qui reprend ce Cervantes-là, qui le suit, qui le prend pour modèle, qui le suit, j'allais dire, à la lettre, mais qui en détourne complètement le sens. Et elle fait un Cervantes en opposition à celui-ci, et ils sont tous de juste avant le traité de Meaux, hein, de la fin des années 1220. Et donc, elle glorifie le pape pour l'action qu'il a entreprise de cette croisade, etc. Elle glorifie les clercs, elle pourfende de l'hérétique, si on peut dire, et elle donne absolument raison à tout ce qui se passe de la part de l'Église et du clergé. Bon, pour écrire
lire ce texte-là, qui est d'une force absolument extraordinaire, de la même tonalité d'ailleurs et de la même force que celui de son modèle imité, encore fallait-il avoir une excellente connaissance de la situation politique et sociale du temps, de l'art d'écrire évidemment, et puis aussi une conviction. Bon, voilà. Et ce texte est aussi intéressant parce que c'est le premier texte politique signé par une femme. Et c'est un occitan, bien sûr. Alors, l'implication, là je m'arrêterai sur cette implication pour cela. Voilà. Alors, femme et religion. Bon, nous y voilà. Femme et religion, bien entendu. Là, je vais examiner deux religions, la religion cathare et la religion catholique romaine, bien sûr. Donc, alors, pour expliquer le développement du catharisme, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas trop mon sujet, mais concernant les femmes, il faut quand même tenir compte du fait que les couvents de femmes et les monastères de femmes sont rares en Pays d'Oc à cette époque-là, hein, au XIIe, XIIIe aussi quand même. Hein. Bon, ils sont rares, bien. Évidemment, à Fontevraud, l'abbesse est une femme, bon, et elle a les pleins pouvoirs, mais on n'est pas en Pays d'Oc à Fontevraud. Hein. Bon, des abbesses, il y en a quelques-unes dans les rares couvents, les monastères donc, mais elles n'ont pas les pleins pouvoirs sur ce domaine-là. Elles dépendent toujours d'un ordre, dans leur ordre, elles dépendent toujours d'un monastère voisin qui, lui, est tenu par un prieur, par un homme. Donc, bon. Alors, du côté de l'autre religion, la religion qui pardonne et qui fuit, c'est donc la religion cathare, bien sûr. Alors là, on a quelque chose de complètement différent. On a des buenos fennos qui, à l'instar des bons hommes, vont parcourir, sillonner le pays pour prêcher, pour expliquer, pour répandre cette religion. Elles vont aussi, elles sont toujours deux, hein, les bons hommes sont deux, les femmes aussi. Elles vont aider les populations, elles vont pratiquer le consulament. On a 4 cas de femmes qui ont pratiqué, vous savez, le seul sacrement de la religion cathare. Eh bien, 4 fois, une femme a pu, ou a dû, hein, puisque c'est en l'absence de bons hommes, est-ce que les femmes ont été appelées donc à donner ce sacrement, qui était essentiel dans cette religion, puisque c'était le seul, et on ne pouvait pas gagner sa part de paradis, si on peut dire, si on partait du siècle sans ce sacrement-là. Donc on a 4 fois cet exemple de femmes qui ont, en plus d'avoir prêché, qui ont donné ce consulament. Femmes et religion toujours. Alors, je reviens à la religion catholique et romaine. On a le cas, et on le sait par sa Vide, qui a été écrite au XIVe siècle par une de ses parentes éloignées. On a le cas de la fameuse Douceline. Alors là, nous sommes en Provence. Douceline était issue d'une famille de haute charité chrétienne, hein, je vais dire, entre guillemets, et son frère était Fraile Menur, franciscain. Et cette Douceline, eh bien, a voué sa vie à la religion catholique et romaine, et elle a quand même été la première béguine en Pays d'Oc, et c'est à elle que l'on doit le premier estamen des Béguinas à Hier, la première maison de femmes, qui n'étaient pas des religieuses, qui étaient des femmes laïques, mais qui se retiraient de la vie sociale et qui venaient vivre une vie un peu plus spirituelle dans cette maison fondée donc par Douceline. Et quelque temps avant sa mort, elle crée une deuxième maison de ce type à Marseille. Et donc, maison de Béguinas, bien sûr. Et on a tous ces éléments par la Vide, qui a été écrite, je disais, au XIVe siècle. Et le dernier exemple concernant les femmes de religion, ça sera la recluse. La recluse, vous savez, c'est cette femme qui se retire dans une maison à l'entrée d'un bourg, très souvent. La maison est murée de l'extérieur. Elle fait vœu de solitude et d'isolement. Et là, par une petite ouverture, eh bien, elle va communiquer avec les gens de l'extérieur qui vont venir lui demander des conseils ou lui demander de prier pour elle. Bon, elle va faire va jouer un peu ce rôle d'assistanat moral, spirituel parfois aussi.
Alors, on sait qu'à Toulouse, par exemple, vers le milieu du XIIIe siècle, il y a eu jusqu'à 6 récluses. Pardon. Et en Limousin, on avait aussi des béguines. Oh, décidément, j'y tiens. On avait aussi des recluses. Voilà. Et alors, fait tout à fait intéressant, les recluses du Limousin n'étaient pas entretenues par la population ni par la charité publique, elles étaient entretenues par le Cousoula.